Alors en introduction de ce sujet sur l'usage de la force dans les relations internationales, bien les exemples ne manquent pas depuis l'Ukraine jusqu'au conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, en passant par Israël et la Palestine, ou bien les combats qui opposent au Darfour et au Soudan du Nord, les deux factions rivales. Bon nombre de conflits déchirent la planète, ce qui d'un point de vue théorique, nous renvoie finalement à l'analyse des relations internationales, avec la persistance du fait guerrier, la persistance de l'usage de la violence. Donc ce serait une approche réaliste des relations internationales, fondée sur ce qu'un théoricien de la guerre comme Clausewitz avait pu indiquer au XIXe siècle. Donc Clausewitz, C-L-A-U-S-E-W-I-T-Z. Il rappelait que la guerre n'est que la poursuite de la politique par d'autres moyens. Et donc, logiquement, les rivalités interétatiques persistant, eh bien, la guerre est utilisée comme un moyen de pression politique. Et donc cette analyse réaliste, elle contraste avec une analyse plus portée sur la paix, le pacifisme, l'idée que le système international, donc c'est un peu la vision libérale, que le système international peut porter les acteurs vers la paix et que l'organisation internationale, donc en particulier le multilatéralisme, peut permettre un tel pacifisme. Et donc là, ça nous renvoie aux ambitions de l'Organisation des Nations Unies, dont l'article 2 de la Charte prévoit la nécessité d'un règlement pacifique des conflits avant qu'ils soient déclenchés. Alors entre ces deux logiques, comment apprécier l'usage de la force dans les relations internationales, comment aujourd'hui l'expliquer? Et deuxième question, quel est l'effort fait par le droit international pour encadrer cette violence qui continue de persister? Alors à ces deux questions, nous répondrons par un plan en deux parties. Première partie, on rappellera d'abord que l'usage de la force dans les relations internationales a été encadré par le droit. Donc c'est l'usage proprement dit de la force, c'est-à-dire le déclenchement des guerres, qui a été encadré. Alors cet encadrement n'est pas très ancien, c'est une nouveauté. En effet, petit 1, le droit international classique, le droit international public classique, ne restreint pas l'usage de la force. Le DIP classique ne restreint pas l'usage de la force. Pourquoi ? Eh bien parce que, premier point, l'usage de la force est une expression de la souveraineté de l'État. Donc, premier point dans ce petit 1 sur le droit international classique, l'usage de la force est une expression de la souveraineté de l'État. Donc l'État est souverain dans le système westphalien du début, donc mi-XVIIe siècle, et au titre de sa souveraineté, il a le droit de se défendre et d'utiliser la force pour mener sa politique étrangère. Il n'y a dans le droit classique aucune restriction à ce qu'un État fasse usage de la force armée pour mener à bien sa politique. Alors évidemment, cette liberté, ce caractère discrétionnaire de l'usage de la force, n'a cessé de préoccuper les juristes et les théoriciens du droit international, parce qu'il semblait ouvrir l'arène internationale à ce qu'un Thomas Hobbes pourrait appeler la guerre de tous contre tous, c'est-à-dire un état de guerre permanent. Donc, il y a eu, dans le droit classique, dans le droit international classique, il y a eu quand même des tentatives pour limiter l'usage de la force. Alors, ces tentatives se résument à une grande école, qui est ce qu'on appelle l'école de la guerre juste. C'est-à-dire que les théoriciens du droit ancien
considérait qu'effectivement l'État avait une parfaite liberté, mais qu'il devrait normalement n'utiliser cet usage de la force que pour ce qu'on appelle une guerre juste. Alors, le grand théoricien de la guerre juste est saint Thomas d'Aquin. Donc, dans sa somme théologique, saint Thomas d'Aquin a essayé de définir les conditions qui permettaient de définir ce qu'était une guerre juste. Donc, pour lui, il existe 3 conditions principales. Bon, je vous renvoie au texte. La somme théologique, c'est un peu long, mais le passage sur la guerre juste est assez court. Donc les 3 conditions, c'est première condition, la guerre ne peut relever que de la puissance publique. Première condition, la guerre relève de la puissance publique. Donc ça, c'est pour distinguer l'usage de la force par les États et un usage de la force qui, du point de vue de saint Thomas et du droit classique, n'est pas légitime, celui des acteurs privés, qui peuvent être très nombreux, et on voit tout de suite l'application aujourd'hui. Deuxième condition, le but de guerre doit être clair. Le but de la guerre doit être clair et ne doit pas être entaché de causes cachées, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mener un conflit au nom d'objectifs qui sont secrets, parce que ça en rendrait la compréhension du conflit et surtout son règlement difficile. Donc il y a une forme d'ouverture, de transparence dans les intentions. Et puis enfin, troisième et dernière condition, l'objectif poursuivi par la guerre doit être un objectif juste. Alors là, on en revient à une forme de tautologie. Une guerre juste est menée pour un objectif juste. Qu'est-ce qu'un objectif juste ? Alors dans la pensée de saint Thomas d'Aquin, c'est en gros un objectif défensif. L'idée, c'est qu'une guerre agressive, une guerre d'extension de territoire, est une guerre qui serait illégitime au regard de ce droit. Alors la théorie de la guerre juste a existé tout au long de l'histoire des relations internationales. Les difficultés qu'on a eues à fixer les critères de justice de cette guerre expliquent qu'à partir du XVIIIe siècle, vous avez l'école formaliste qui l'emporte. Donc là, le nom qu'on peut retenir, c'est Emer, E-M-E-R, de Vattel, V-A-T-T-E-L, Emer de Vattel. Pour lui, une guerre juste est simplement une guerre qui est déclarée dans les formes. C'est-à-dire où on a une déclaration de guerre et on a un ensemble de mesures qui permettent aux 2 États de savoir qu'ils sont bien en conflit. Alors ce formalisme a pu paraître un peu léger, mais en même temps, il permettait quand même une forme d'encadrement de la guerre. Il faut d'ailleurs observer qu'il a très largement disparu. La France n'a par exemple déclaré une guerre pour la dernière fois qu'en 1939. Depuis, tous les conflits menés par la France l'ont été sans qu'une déclaration de guerre soit adoptée. Il reste d'ailleurs dans ce formalisme la réticence de quasiment tous les États d'ailleurs à déclarer la guerre en tant que telle. Là, je vous renvoie à la Russie qui, en 2022, a lancé non pas une guerre, mais une opération militaire spéciale, ce qui lui permettait d'éviter le terme de guerre. Alors, l'action de la Russie résulte aussi peut-être d'un autre phénomène qui est, c'est mon deuxième point, la restriction progressive de l'usage de la force à l'époque moderne. Donc, à l'époque moderne, à l'époque contemporaine plus exactement, l'usage de la force a été petit à petit restreint. On a assisté à une restriction progressive. Alors cette restriction progressive, elle est le produit du XIXe siècle, où, j'en reparlerai, un certain nombre de conférences sur la paix se sont tenues. Donc l'idée de pacifisme est poussée par les États occidentaux. Et ensuite, vous avez une série de traités qui vont réduire l'usage de la force. Alors on peut citer, avant la Première Guerre mondiale, la convention Drago-Porter. Drago, D-R-A-G-O, ministre argentin des Affaires étrangères, Porter, secrétaire américain à la Défense, P-O-R-T-E-R. Cette convention
va interdire en Amérique latine l'usage de la force pour recouvrer des créances sur un État. Donc c'est une pratique qui existait assez largement au XIXe siècle. Quand on ne vous remboursait pas votre dette, on pouvait utiliser la force. Donc, convention Drago-Porter, cet objectif paraît inatteignable désormais par une guerre. Ensuite, on a le tournant de la Première Guerre mondiale. Et au lendemain de la Première Guerre mondiale, on a le pacte de la Société des Nations en 1919. Alors c'est un tournant dans les relations internationales puisque ce pacte va pour la première fois considérer qu'on ne peut pas, de son propre chef, quand on est un État, déclencher une guerre sans une tentative de règlement pacifique du conflit. Donc il faut au préalable un règlement pacifique pour qu'éventuellement la guerre soit déclarée légitime, licite au regard du droit international. Donc ce pacifisme est évidemment le résultat de la Première Guerre mondiale qui a été très sanglante pour tous les États européens. Pendant la période de la SDN, on va assister à de premières négociations en matière de désarmement, négociations multilatérales. Et puis, en 1928, on a la signature du pacte Briand-Kellogg. Alors, le pacte Briand-Kellogg, Briand, donc Aristide Briand, ministre français des Affaires étrangères, Kellogg, K-E-2-L-O-G, secrétaire américain aux Affaires étrangères. Ce pacte a pour objectif, pour les États qui le signent, de s'interdire le déclenchement d'une guerre. Donc il met la guerre hors la loi. Il considère que l'usage de la force n'est plus permis dans les relations internationales. Alors le problème, évidemment, c'est que ce pacte ne comporte pas de sanctions effectives contre les contrevenants et qu'il n'est pas signé par tous les États, en particulier par ceux qui vont se réarmer dans les années 1930, les États notamment fascistes, comme l'Allemagne, et on va donc avoir le deuxième conflit mondial. Alors après le deuxième conflit mondial, dans le système onusien, un ensemble juridique nouveau est constitué, je vais en reparler, mais on peut remarquer que certains États ont, malgré le second conflit mondial, ou plutôt à cause du second conflit mondial, fait le choix du pacifisme, et pas des moindres. Là, je vous renvoie au Japon, qui a adopté une loi fondamentale en 1947, une constitution. Dans cette constitution, l'article 9 est très important puisqu'il indique que le Japon, je cite, « renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain ». Le Japon renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain. Donc, il s'interdit l'usage de la force en premier. C'est, à ce stade aujourd'hui, le plus grand État ayant renoncé à ce type d'acte politique, ce type de souveraineté. Pour les autres États, ils vont obéir, et c'est mon petit 2, à ce qu'indique la Charte des Nations Unies. Donc, petit 2, la Charte des Nations Unies a limité l'usage légal de la force. Petit 2, la Charte des Nations Unies a limité l'usage légal de la force. Alors, elle a limité l'usage légal de la force à, ça tombe bien pour notre plan, 2 cas précis. Donc, 2 idées, 2 points. Premier point, vous avez le cas de la légitime défense. Donc, premier point dans ce petit 2, la légitime défense. Donc, la légitime défense, c'est le droit qu'un État a de se défendre lorsqu'il est agressé par une puissance ou un groupe extérieur. Ce droit de légitime défense est reconnu par la Charte à l'article 51. Donc ça, c'est à souligner en rouge, article 51 de la Charte des Nations Unies. Ce que dit exactement l'article 51, c'est que cet État a le droit de prendre des actions urgentes, donc de se défendre de manière immédiate, en attendant que le Conseil de sécurité prenne, je cite, les mesures nécessaires à sa défense. Donc en attendant une intervention du Conseil de sécurité.
Alors la question de ce qui est permis et de ce qui n'est pas permis à l'intérieur de ce droit de légitime défense s'est évidemment posée tout au long du second XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Donc ce que le droit international nous dit, c'est que cette défense du territoire, ce droit à la défense légitime, peut comporter une solidarité entre alliés, c'est-à-dire qu'il est possible que une défense collective soit menée dans le cadre de la légitime défense. Autrement dit, le pacte de l'OTAN, 1949, l'article 5, qui prévoit que vous utilisez la force en solidarité avec un allié agressé, cette défense collective est conforme au droit international. Vous avez le droit d'aider un État à se défendre. Maintenant, que peut-il faire lui-même ? A-t-il, par exemple, le droit de prendre les devants et, de manière préventive, d'attaquer un adversaire qui s'apprête à l'agresser ? Alors là, le droit international est plus restrictif. Il considère qu'il n'y a pas de droit à la guerre préventive. Mais dans les années 2000, certains juristes ont argumenté que des actes de frappe préventive, donc pas une guerre préventive, mais des actes plus limités, pouvaient éventuellement se justifier, dans le cas où l'agression était imminente. Ensuite, une fois que la riposte est enclenchée, que la guerre est enclenchée, comment l'État doit-il procéder ? Alors, le droit international a essayé de graduer la réponse qu'un État peut fournir à une attaque. Donc, dans un premier temps, il faut rappeler que l'usage de la force n'est pas nécessairement autorisé. Lorsqu'un État subit une agression, il peut d'abord répliquer par ce qu'on appelle des mesures de contrainte non militaires. Des mesures de contrainte non militaires. On appelle ces mesures de contrainte, alors, de deux manières. On parle d'abord de mesures de rétorsion. Des mesures de rétorsion, ce sont des mesures qui vont rester dans le cadre du droit international et qui vont utiliser des moyens qui sont licites au regard du droit international. Par exemple, la rupture des relations diplomatiques, des sanctions économiques. Ensuite, l'étape d'après, c'est ce qu'on appelle des mesures de représailles. Alors, les mesures de représailles, elles, peuvent comporter des moyens qui sont illicites au regard du droit international, notamment l'usage de la force. Ces mesures de rétorsion peuvent être alors non armées. Par exemple, en utilisant la force, vous allez confisquer des biens de l'État qui vient de vous attaquer. Donc vous ne respectez pas le droit international, mais c'est encore c'est un usage de la force mais qui est non armé. Et puis, évidemment, ensuite, vous pouvez passer à des mesures de représailles armées, qui sont donc un usage plus classique de la force. Alors, je précise que les mesures de rétorsion et les mesures de représailles non armées, c'est ce que l'on appelle aussi en droit international les contre-mesures. Donc, si vous avez un sujet sur les contre-mesures, il faudra parler de ces deux premiers moyens. S'agissant maintenant des représailles armées, c'est-à-dire vraiment de la guerre, le droit international indique que ces mesures de représailles armées doivent être, je cite, utilisées en dernier ressort, donc elles sont l'aboutissement d'un processus. Elles doivent être dirigées contre l'État coupable ou contre le groupe coupable de l'agression, et non pas contre des voisins. Et enfin, et c'est un grand sujet aujourd'hui, elles doivent être appliquées avec proportionnalité. Elles doivent être appliquées avec proportionnalité, et il y avait évidemment tout un débat sur la question de savoir ce qui est ou pas proportionnel. On le voit dans les conflits actuels, notamment
palestinien, Israël contre le Hamas. Alors ça, c'est la première catégorie de mesures qui permet l'usage de la force. Et puis, deuxième point, dans ce petit 2, deuxième idée, c'est le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Donc, deuxième point dans le petit 2. Deuxième cas où l'usage de la force est légitime, c'est lorsqu'on est dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. Donc ce chapitre 7, c'est celui que met en œuvre le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et vous savez que le Conseil de sécurité des Nations Unies, article 24 de la Charte, il est chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il peut donc puiser dans ce chapitre 7 qui prévoit un certain nombre de mesures pour faire respecter la paix internationale. Alors, on peut citer l'article 39 qui permet au Conseil de sécurité de qualifier, de caractériser une agression contre la paix. On peut citer l'article 40 qui sont des mesures provisoires que le Conseil de sécurité peut adopter. L'article 41, ce sont des mesures non militaires contre l'État contrevenant. Et puis, surtout, donc souligné en rouge, l'article 42, qui, lui, prévoit des mesures militaires dirigées contre l'État contrevenant. Alors, pendant la période de la guerre froide, le consensus du Conseil de sécurité a été difficile à trouver sur les conflits. En revanche, depuis 1990, vous avez eu, enfin plutôt pendant les années 90, vous avez eu un relatif consensus du Conseil, et donc ces mesures ont été utilisées. Par exemple, en 1990, la résolution 678 du Conseil de sécurité, résolution 678, a fait référence à l'article 42 pour autoriser l'usage de la force contre un État contrevenant, donc c'était l'Irak, qui venait d'envahir le Koweït, et donc une coalition internationale sous mandat de l'ONU a pu se mettre en place pour libérer ce pays de l'occupation irakienne. Alors la question de ce qui est autorisé ou pas par le Conseil de sécurité s'est ensuite posée à de nombreuses reprises, et avec un consensus international de plus en plus difficile à trouver. Donc là, je vous rappelle que en 1999, la guerre au Kosovo s'est déroulée sans autorisation du Conseil de sécurité, même si celui-ci a ensuite entériné le résultat de la guerre, c'est-à-dire l'indépendance du Kosovo. Il y a eu bien sûr tout le débat en Irak en 2003 sur l'autorisation ou pas du Conseil de sécurité. Généralement, on considère qu'il n'a pas autorisé la guerre, même si quelques voix dissidentes sont plus nuancées. Et puis, vous avez aussi en 2011 la résolution 1973 autorisant l'usage de la force en Libye contre le colonel Kadhafi. Et là aussi, il y a des débats pour savoir si les coalisés qui sont allés en Libye ont respecté ou pas le mandat que donnait la résolution 1973 qui créait en fait qui interdisait le vol des avions libyens, mais ne prévoyait pas nécessairement un changement du régime libyen. Depuis, ces débats sur l'autorisation du Conseil de sécurité se sont assez largement taris, puisque, comme il est complètement bloqué, il n'autorise plus tellement d'usage de la force armée. Alors, ce blocage du Conseil de sécurité n'empêche pas les acteurs d'utiliser la force. Et on va maintenant s'intéresser dans la deuxième partie au fait que lorsqu'elle est utilisée, la force l'est dans un cadre international de plus en plus précis. Donc, deuxième partie, la force reste utilisée, mais dans un cadre international de plus en plus précis. Petit 1, je reviens d'abord sur le fait que la force reste utilisée, donc l'usage de la force reste une réalité des relations internationales. Deux idées très simples.
Première idée, le fait que les guerres font encore rage, donc beaucoup de conflits demeurent en cours. Alors, vous avez une difficulté qui est d'apprécier le nombre des conflits existants sur la planète. Pour cela, on peut se référer aux travaux de l'université suédoise d'Uppsala, U-P-S-A-L-A. Donc, elle évalue chaque année le nombre de conflits en cours. Donc, l'université d'Uppsala distingue les conflits majeurs des conflits mineurs ou de moindre, ce qu'on appelle des conflits de basse intensité. Donc, le critère est principalement la mortalité des conflits. Ceux qui font plus de 1000 morts sont des conflits, 1000 morts par an, sont des conflits majeurs. Moins de 1000 par an, vous tombez dans la catégorie moins prisée des conflits de basse intensité. Alors, ce décompte de l'université d'Uppsala, donc dans la version 2022, vous avez une dizaine de conflits dits majeurs. Donc, ce sont des conflits qui se déroulent donc sur le sol européen, évidemment, là, le conflit ukrainien. L'Arménie contre l'Azerbaïdjan avec le Haut-Karabakh. Ensuite, on a des conflits africains. Donc là, on peut citer le Mali, on peut citer le Niger, on peut citer les conflits dans la Corne de l'Afrique, donc en Éthiopie, en Somalie. Et puis, vous avez les guerres civiles qui déchirent le Soudan et le Sud-Soudan. Enfin, bien sûr, le Moyen-Orient. Alors, en 2022, la Syrie était encore dans le classement, mais l'Irak, où la mortalité était plus faible, était tombé dans la catégorie des conflits de basse intensité. Alors, pour les conflits de basse intensité, il y en aurait une vingtaine actifs sur la planète. Et donc, ça peut concerner des États un peu plus variés, notamment en Amérique latine. Vous avez la Colombie qui va rentrer dans le classement, ou bien en Asie, la Birmanie. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les conflits, le nombre de conflits et leur mortalité ont pas mal varié depuis 1945. Alors, contrairement à ce qu'on peut parfois lire, le nombre de conflits s'est réduit depuis la fin de la guerre froide, et donc environ moins 60%. Et la mortalité de ces conflits est également plus réduite. Alors même si l'Ukraine a fait un peu remonter les statistiques, globalement, les conflits de la guerre froide étaient plus meurtriers que les conflits actuels. Donc en 1950, selon l'université d'Uppsala, une guerre faisait en moyenne 38 000 morts, alors qu'au début des années 2000, on était à peu près sur 1000 morts. Bon, mais encore une fois, la guerre en Ukraine ramène quand même un peu les statistiques vers le haut. Alors, ce qui peut expliquer la réduction de cette mortalité, c'est le fait que, ce sera mon deuxième point, la nature des conflits a beaucoup évolué. Donc, la nature des conflits a beaucoup évolué. Donc, en gros, pendant le premier XXe siècle, vous avez eu, pendant le XXe siècle, vous avez eu, pardon, le premier XXe siècle, vous avez eu beaucoup de guerres interétatiques, dont évidemment les deux guerres mondiales sont l'exemple même. Et puis, pendant la guerre froide et dans les années 90 et 2000, on a vu monter en puissance les guerres de nature infra-étatique, c'est-à-dire les guerres civiles, soit dans le cadre de mouvements de libération, de guerres de mouvements de libération, de guerres de décolonisation, on peut penser à la guerre d'Algérie, soit dans le cadre des difficultés des États décolonisés à exister. Par exemple, dans les années 90, la guerre en République démocratique du Congo ou la guerre en Somalie sont caractéristiques d'États qui s'étaient effondrés et où les nouveaux protagonistes de la guerre sont moins des puissances étatiques que des acteurs privés, des mouvements de guérilla, des milices.
Alors aujourd'hui, dans la décennie 2010-2020, enfin les 2 dernières décennies, on assiste à un retour des guerres interétatiques, alors notamment dans l'espace post-soviétique. On peut penser à la guerre en Géorgie en 2008, ensuite à l'occupation de la Crimée en 2014, à la première guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en 2020, et bien sûr à la guerre en Ukraine en 2022. Alors toutefois, ces conflits interétatiques sont caractérisés par un certain brouillard de la guerre, ce qu'on appelle aujourd'hui l'hybridité, le caractère hybride de la guerre, c'est-à-dire qu'à côté de la guerre classique, de la guerre interétatique, vous avez d'autres formes de conflits qui se déroulent. Alors, conflits dans la sphère informationnelle, avec toutes les actions de propagande, de déstabilisation psychologique, conflits de nature économique avec les sanctions, et puis également frontières moins nettes qu'autrefois entre guerre étatique et guerre privée. Donc ça, c'est la montée en puissance de tous les acteurs privés de la guerre, notamment les sociétés militaires privées, les mercenaires, qu'on a vu arriver dans le cadre des conflits des années 90 avec les États-Unis, qui utilisaient beaucoup de sociétés militaires privées. Et puis aujourd'hui, la Russie avec, par exemple, l'ex-société Wagner. Enfin, dernière caractéristique de ces nouvelles guerres, c'est la montée en puissance des guerres technologiques. Alors on a vu ces guerres technologiques se manifester dans les années 90 et 2000 dans ce qu'on appelle les conflits asymétriques. Donc les conflits asymétriques, c'était les interventions dans les États du Sud menées par les États du Nord, avec un très fort avantage technologique aux États du Nord, qui rendait donc le combat asymétrique. Bon, typiquement l'opération Barkhane menée par la France. Cette asymétrie a mené les mouvements rebelles ou guérillas ou autres mouvements terroristes à recourir de plus en plus à des moyens du faible au fort, par exemple des attaques indirectes avec des charges explosives, pour essayer de compenser le différentiel technologique. Et aujourd'hui, avec le retour des guerres interétatiques, on assiste à, là aussi, un essor technologique très rapide dans les conflits. Alors on l'a vu par exemple avec la guerre pour le Haut-Karabakh, où l'Azerbaïdjan a fait pour la première fois un usage très intense des drones. Et aujourd'hui, on le voit en Ukraine, avec là aussi un usage des drones qui est de plus en plus fréquent, en pleine transformation, et qui fait du coup beaucoup évoluer les paramètres du combat. Alors dans ce paysage en transformation, eh bien, petit 2, le droit international a tenté d'encadrer les conflits. Petit 2, le droit international a tenté d'encadrer les conflits. Alors le droit international s'est d'abord intéressé, c'est mon premier point, à la protection des victimes. Premier point, la protection des victimes. Donc le droit international s'est intéressé à la manière de faire la guerre, donc ce qu'on appelle le jus in bello, dès le XIXe siècle. Et l'idée était bien de protéger les civils, ceux qui ne sont pas concernés par les combats. Donc en 1864, la première convention de Genève est négociée. Elle a pour but de protéger les civils contre les effets de la guerre.
Donc elle est conclue au lendemain des guerres italo-françaises en Italie, donc en 1800, la bataille de Solferino notamment dans les années 1863. Ce premier droit est complété après la Deuxième Guerre mondiale. En effet, le conflit de la Seconde Guerre mondiale a montré qu'il n'y avait pas suffisamment de protection des civils, qui ont été les principales victimes du conflit, contrairement à la Première Guerre mondiale, où ce sont essentiellement des soldats qui sont morts. Donc là, on a l'essor de ce qu'on appelle le droit de Genève, c'est-à-dire les traités qui sont élaborés sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge. Et donc l'idée, c'est de protéger les victimes de la guerre, les civils, bien sûr, mais également les blessés, les prisonniers dans les forces armées. Alors le résultat, c'est la signature de 4 conventions de Genève en 1949, 4 conventions de Genève en 1949, qui sont complétées par 2 protocoles additionnels en 1977. Ces 2 protocoles additionnels de 1977 visent à étendre les obligations des conventions de Genève aux groupes armés agissant dans le cadre de guerres civiles. Le résultat, c'est qu'on a aujourd'hui un droit qui est relativement clair en matière d'obligations pour les États, mais ce droit est aujourd'hui concurrencé, ou plutôt affaibli, par le caractère de plus en plus flou des conflits actuels. Donc il y a toute la question notamment des guerres asymétriques. Donc je reviens à nouveau, même si on en a beaucoup parlé pour le conflit en Ukraine, mais évidemment on en parle aujourd'hui pour le conflit entre Israël et la Palestine. C'est la question de la proportionnalité et la question aussi de la distinction entre objectifs civils et militaires, qui est extrêmement difficile dans le cadre de la guerre contre des groupes non étatiques, terroristes et autres mouvements de guérilla. Alors à côté de ce droit de Genève, vous avez, deuxième point, une seconde source de droit importante, c'est ce qu'on appelle le droit de La Haye. Le droit de La Haye. Alors le droit de La Haye est intéressant parce qu'il provient des conférences sur la paix qui se sont déroulées aux Pays-Bas, à La Haye, en 1899 et en 1907. 1899 et 1907. Et le droit de La Haye est un peu différent du droit de Genève. Il ne porte pas sur les victimes du conflit, il porte sur les combattants eux-mêmes, en essayant de réglementer les instruments, les outils qu'ils peuvent utiliser. Autrement dit, le droit de La Haye va légiférer sur les moyens et les méthodes de la guerre. Alors, dès les conférences de 1899 et 1907, vous avez certains actes qui sont interdits. Par exemple, revêtir l'uniforme de l'ennemi pour le tromper est interdit. Utiliser certains types d'armes, par exemple des munitions explosives, est également prohibé. Et puis, après la Première Guerre mondiale, où d'ailleurs ces restrictions n'ont pas été tellement respectées, l'ASDN se lance dans un mouvement de désarmement qui est dans la logique du droit de La Haye. Alors là, on peut citer le protocole de Genève de 1925 sur l'interdiction des armes chimiques. Après la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre des Nations Unies, ce droit va se poursuivre. Et donc, il va sortir de ce droit tous les traités de non-prolifération, enfin le traité de non-prolifération militaire en matière nucléaire, donc l'interdiction de l'arme nucléaire comme arme de guerre, et puis d'autres instruments juridiques interdisant de nouveau les armes chimiques en 1993, ou bien portant sur telle ou telle catégorie d'armes conventionnelles. Je ne citerai parmi beaucoup de traités que la Convention de Dublin de 2008, qui a interdit les bombes à sous-munitions, bombes qui sont toutefois utilisées en Ukraine
dans le cadre du conflit et qui ont été livrés par les États-Unis. Il est vrai, non signataire de cette convention. Alors j'en arrive du coup à ma conclusion. Aujourd'hui, le retour des conflits est quand même un fait marquant de l'actualité, avec la résurgence, donc, ou plutôt le réchauffement de conflits gelés. On l'a vu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le déclenchement d'une guerre conventionnelle de nature très classique en Ukraine, ou bien la résurgence de conflits anciens type conflits asymétriques, comme on le voit entre Israël et la Palestine, et puis ou le Hamas, et puis vous avez la poursuite de guerres civiles qui sont peut-être moins donc sur le devant de l'actualité, mais qui n'en sont pas moins très, très actives, comme par exemple dans l'espace soudanais. Alors les deux considérations en conclusion qu'on peut faire, c'est observer d'abord que ce retour de la guerre peut paraître paradoxal, dans la mesure où la détention de l'arme nucléaire pendant toute la guerre froide et ensuite avait semblé préserver les États de ce retour des guerres. Or, on voit des États nucléaires, comme Israël ou la Russie, être obligés de mener des guerres de nature conventionnelle. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. Et puis, la deuxième observation, c'est qu'on voit bien que le droit international est, malgré les progrès du XXe siècle, finalement assez impuissant face à ces logiques. Il continue de ne pas tellement contraindre les États en matière de déclenchement de la guerre, ce qu'on appelle le jus ad bellum. Finalement, les États contournent les interdictions internationales à leur profit, jus ad bellum, et on observe aussi qu'il ne contraint pas beaucoup non plus les acteurs sur la manière de faire la guerre, donc le jus in bello, tout simplement parce que quand on est dans un vrai conflit, évidemment l'objectif étant la victoire, on ne veut pas limiter les moyens qui sont employés pour l'obtenir.